David Latapie est informaticien. Tu peux déjà, oui. Est informaticien et puis membre du bureau donc de Technoprog, le groupe transhumaniste français. Alors. Donc bonjour à tous. Je suis d'abord très heureux d'avoir la possibilité de présenter ici, dans le cadre de l'ENS, le transhumanisme, qui est à mon sens un mouvement assez très important et surtout très sous-estimé par rapport aux défis qui surgissent en ce moment dans la société actuelle et du futur très proche. Alors, je vais présenter donc d'abord le passé du transhumanisme, le présent et j'espère avec vous par exemple le futur du transhumanisme en France en tout cas et en francophonie. D'abord je voulais remercier Martin pour avoir invité l'association et maintenant que j'ai pu écouter son introduction, je rends compte qu'il y a effectivement beaucoup de points qui sont déjà bien réfléchis à ce niveau-là. Alors, comme il a dit, donc je vais faire une explication magistrale et après vous pourrez poser des questions. Alors, comme il risque d'y avoir plus de questions que de temps par rapport aux discussions, au pire on pourra voir après, lors de la discussion générale, pour des questions supplémentaires ou bien par mail par la suite. Donc, alors, voilà. Voilà. Très vite, juste pour faire un tour très rapide du transhumanisme. Qu'est-ce que c'est le transhumanisme ? C'est la volonté d'améliorer l'homme par la technologie. C'est justement, par exemple, l'idée de Martin que dans un voyage spatial, on souhaiterait réduire les risques d'atteinte au corps en justement réduisant ce corps, par exemple, c'est par exemple dans une perspective transhumaniste. Ça pourra aller même plus loin, puisque certains envisagent carrément de ne même pas avoir de corps, de simplement numériser un esprit que l'on envoie, un peu comme une intelligence artificielle. Donc là, il n'y a même plus de problématique, je dirais, de support de la vie organique. Ce genre de réflexion est très vaste et je n'ai pas tout présenté ici parce que vous verrez plus tard qu'il y en a vraiment beaucoup parce que le transhumanisme impacte sur tous les domaines de la vie humaine. La partie émergée, celle dont on entend le plus parler pour le moment, c'est les fameuses prothèses. Si vous connaissez Oscar Pistorius, quelqu'un connaît ce monsieur Oscar Pistorius? Non. Oscar Pistorius est un coureur paralympique, c'est-à-dire c'est un coureur qui participe aux Jeux paralympiques parce qu'il est handicapé. Il utilise des prothèses quasi... Ah oui, d'accord. Comment on fait pour mettre une pause? Excusez-moi. Pause. Excusez-moi. Il utilise des prothèses qui sont considérées comme tellement efficaces qu'il n'a pas le droit de courir aux Jeux Olympiques, car ces prothèses sont considérées comme supérieures à ce qu'a créé la nature, aux jambes humaines, par exemple. Donc, ce genre de prothèses, on en a pour les jambes, on en a pour les bras. Il y en a certains qui ne refuseraient carrément de revenir à leurs organes d'origine, parce qu'ils arrivent à faire mieux avec l'existant qu'avec ce qu'ils ont qu'avec ce qu'ils avaient auparavant. Et il se pose une question fondamentale qui est l'augmentation humaine, justement. Tant qu'une prothèse sert à réparer un défaut de naissance ou accidentel, c'est pas du transhumanisme. À partir du moment où l'on souhaite améliorer l'existant, là, il y a question de transhumanisme. Voilà. Donc j'ai donné l'exemple des prothèses. Un autre exemple assez connu est celui des interfaces cerveau-machine, qui existent depuis quelques années déjà, qui permettent tout simplement d'agir par la pensée. C'est un casque, le plus connu s'appelle Emotive, et c'est un produit qui est commercialisé, bon, c'est pas donné bien évidemment, et qui permet de commencer à faire des opérations directement par la pensée. On a eu la Wii, puis après on a eu Kinect, et maintenant on a carrément Emotive, et il faut savoir que Google par exemple, qui est très versé dans le transhumanisme, compte utiliser ce genre de technologie pour les lunettes de réalité augmentée qu'ils sont en train de construire dans leur laboratoire de recherche et développement.
Mais tout ça, ça reste, je dirais, de la très haute technologie, mais qui ne change pas énormément notre manière d'être. On est plus rapide, plus fort, plus ceci, plus cela, bref. C'est un peu ce que j'appelle l'homme qui valait 3 milliards. Mais ça reste encore quelque chose de relativement simple à appréhender. Accepter, c'est autre chose. La question de l'intégrité du corps humain, bon, c'est une vraie question. Mais à appréhender, au moins, c'est pas trop difficile. En revanche, il y a des points beaucoup plus disruptifs, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment capables de changer une société. C'est, comme je donne un exemple, la possibilité de communiquer directement par la pensée, puisque ça, les expériences ont déjà été faites en 2008 par un universitaire qui s'appelle Kevin Warwick, qui est un universitaire anglais, ou plus loin encore, comme je disais par exemple, sur la question du transfert de l'esprit, l'immortalité. Un programme informatique, aussi longtemps que vous le récupérez, il ne meurt pas de vieillesse. Ou une immortalité même plus classique, organique, qui est en train de s'appréhender par la reconstruction de membres. Il faut savoir que il y a à peine une semaine est paru un papier sur la production, enfin plus qu'un papier, une annonce pour dans 2 ans de commercialisation, de création de vaisseaux sanguins à partir d'une imprimante 3D. Et l'imprimante 3D, c'est ce qui sert à faire des prototypes en plâtre, par exemple d'une voiture. Vous êtes un designer de Renault, faites un prototype en plâtre que vous faites avec une imprimante 3D. Ça fait des dizaines d'années que ça existe. Simplement maintenant, par la modification quantitative de la puissance de ces machines, on peut arriver à créer des produits vivants. Et ça, c'est quand même très impressionnant. Je vais avoir l'occasion d'y revenir. Nous, à Technoprog, à l'association française transhumaniste Technoprog, c'est son nom exact, je vous expliquerai pourquoi c'est aussi compliqué, le nom. Notre objectif, c'est pas tant de nous émerveiller devant la technologie, qui effectivement peut être source d'émerveillement ou de peur, ou les deux. Parce que ça, on l'a tous fait. Non, ce qui nous intéresse, ce qui est important, c'est qu'il y ait une prise de conscience civique, publique, pour qu'on sache gérer ces modifications technologiques. Vous connaissez l'adage, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et c'est bien de ça qu'il s'agit, d'être responsable là-dessus, de ne pas se retrouver à subir, parce que de toute façon, faut pas se leurrer, hein. Vu les demandes, vu l'argent qu'il y a en jeu, ça se fera. Ça se fera, ça s'est toujours fait et ça sera. Maintenant, soit on refuse en bloc, ça sert à rien, ou on lâche quelques bombes, comme Una Bomber il y a quelques années, mais ça sert pas à grand chose, soit on décide qu'on intègre la contrainte, et qu'on va dire, ok d'accord, mais on va le faire ainsi et pas autrement. Ça s'appelle des lois de bioéthique, par exemple. Du moment qu'elles ne sont pas uniquement sur de oui-non, mais plus sur de l'orientation, là, il y a possibilité de faire quelque chose. Mais pour faire quelque chose, il faut d'une part une éducation, et d'autre part suffisamment de personnes qui se sentent concernées. Si vous êtes 3 pèlerins qui s'y connaissent très bien et qui sont tout seuls, ça sert à rien. Maintenant, si vous avez une société entière, des millions de personnes qui en parlent, là, on peut impacter. On peut impacter positivement, je l'espère. Bon. Donc voilà. Maintenant, voici comment je vais faire mon plan. Je vais d'abord vous parler rapidement de l'historique du transhumanisme, puis ensuite des pensées transhumanistes qui sont très vastes. Là aussi, ça va être le gros morceau, mais encore une fois, ce sera limitatif parce que j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, mais c'est pas possible en 30 minutes, même en 1 heure, de couvrir l'ensemble des conséquences derrière le transhumanisme. Je dirais juste que, imaginez à quel point Internet, ou même le numérique, a modifié la société, multiplié par un facteur 10, et vous avez le potentiel de changement du transhumanisme là-dessus. Et enfin, dans un dernier point, je présenterai un peu notre association et ce que l'on veut faire, vraiment, quel est notre but. Alors, je pose un petit peu quand même. Donc là, j'ai sous-titré Histoire du transhumanisme de Gilgamesh au cyborg. Alors je ne sais jamais si on dit Gilgamesh ou Gilgamesh. Bon, on va dire à la française Gilgamesh. Puisqu'en fait, les désirs transcendantalistes du transhumanisme, on les retrouve aussi vieux que l'humanité. Par exemple, donc, à la base, l'homme, si on adhère à la théorie de l'évolution, bien évidemment, et je n'ai rien contre ceux qui n'y adhèrent pas,
Si l'homme est un singe, c'est un singe nu qui sait pas trop se défendre par lui-même, qui a une peau directement exposée, qui n'est pas protégée par de la fourrure, qui n'est pas non plus protégé contre les éléments, contre la fourrure, qui est relativement faible et qui maintenant s'est étendu bien au-delà de son environnement d'origine relativement protégé puisque les tropiques sont quand même chaudes. Très très vite, nous avons eu l'objectif d'améliorer de manière externe, et on revient sur ce que disait Martin sur l'externalité et l'internalité, de manière externe notre corps. Des vêtements finalement, c'est une amélioration de notre corps de manière indirecte, de manière externe, mais ça peut être vu comme une amélioration du corps. Et je dirais même que, est-ce que ici, quelqu'un imagine sérieusement venir nu? C'est inenvisageable. Bon, on le fait ça dans les cas naturistes peut-être. Pourquoi? Parce que c'est devenu partie intégrante de nous-mêmes. Même si techniquement ça s'enlève, c'est considéré comme une partie intégrante de nous-mêmes. Et ça c'est très important parce que l'identité c'est pas uniquement une technique, c'est aussi un vécu. Ça c'est très important. Ah, décidément, excusez-moi. Bon, alors j'ai pris l'exemple des vêtements, on peut prendre l'exemple des armes pour tuer plus facilement, des livres pour se souvenir plus facilement, des villes pour communiquer plus facilement, ou de la médecine pour réparer notre corps. À chaque fois, ce sont des vieilles technologies, ça c'est très important, parce que le transhumanisme ne va faire qu'améliorer des choses existantes, mais à un niveau de quantité qui va faire des différences derrière. Donc, de toute façon, la volonté de modifier notre corps, on l'a depuis longtemps. Et là, je prends quelques exemples. Dans Gilgamesh, la quête de l'immortalité, qu'on retrouve dans le transhumanisme. Babel, la quête de l'information universelle et unique. Si quelqu'un a eu l'occasion de voir les projets qui se préparent en traducteur automatique, on en revient à ça. Ou le golem, alors le golem, c'est un mythe juif de robot finalement, hein, pour faire très très rapide. C'est un robot. Non. Le transhumanisme, dans le transhumanisme, il y a transhumanisme parce que c'est, je dirais, au-delà de l'humanisme. L'humanisme, c'est un mouvement de pensée qui remonte à la Renaissance, et plus particulièrement à Florence, et que je considère qu'au moment où on a décidé qu'on arrêtait de subir le monde, mais d'agir sur le monde, d'agir réellement. On ne se contente pas d'être en position réactive, mais on décide d'être en position proactive. On est acteur. Et un point fondamental de l'humanisme, c'est que pour être acteur, il faut commencer par être éduqué, par savoir les choses. Pour agir, il faut savoir, sinon on subit. Quand on ignore, on subit. Quand on sait, on agit. Donc, le transhumanisme a pour point focaux vraiment la science et la technologie. Ça, c'est un point très important. Par exemple, certaines personnes seraient tentées de dire que Nietzsche était transhumaniste, puisqu'il parlait aussi de l'amélioration de l'homme. Sauf que Nietzsche, à aucun moment, ne faisait intervenir la technologie là-dedans. C'était plus une transformation intérieure qui était en œuvre. Je ne dis pas que Nietzsche avait tort ou avait raison, c'est que c'est différent. Le point fondamental du transhumanisme, c'est vraiment basé sur la technologie. Certains vont jusqu'à dire que c'est une sorte de scientisme, et quelque part, oui, il y a une perspective clairement scientifique dans le transhumanisme. Le problème, c'est que le terme de scientisme est connoté péjorativement, donc préfère l'éviter. Donc, comme je disais, c'est une continuité de l'humanisme, puisqu'encore une fois, on veut être acteur, mais au lieu d'être simplement acteur dans le monde, on veut être acteur, y compris à l'intérieur de nous-mêmes. On va internaliser beaucoup de choses qui, avant, étaient considérées comme externalisées. Bon, décidément, je suis désolé, j'ai un problème avec PowerPoint 2011. Et un dernier point qui me paraît fondamental, c'est ce que j'appelle l'émergence. L'émergence, c'est quand, je disais, donc 1 plus 1 égale A, vous devez connaître le concept de synergie, qui est 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que la somme est supérieure à l'ensemble des parties. L'émergence, c'est quand suffisamment de quelque chose crée quelque chose de radicalement différent. Pas meilleur, mais différent. Un argument souvent utilisé, et qu'on peut considérer comme vrai ou pas, ça dépend, c'est que en mettant suffisamment de transistors dans une machine, on n'en fera pas une machine plus rapide, mais on en fera une machine intelligente. Donc là, on ne passe pas sur du quantitatif, mais sur du qualitatif. Et ce point est fondamental au transhumanisme, car c'est de la technologie très puissante, une forte puissance de feu de technologie qui amène des modifications sur ce qu'il est possible de faire. Pour terminer sur cet aspect,
je divise, alors ça par contre c'est une division que je fais moi, le transhumanisme en deux parties. L'aspect individuel, physique, mental, longévité, donc ça va être par exemple courir plus vite, consommer moins d'aliments aussi, c'est très important dans une perspective écologiste par exemple. Réfléchir plus vite. Il y a ce qu'on appelle notamment les exocortex, qui encore une fois revient sur la question de l'internalisation des produits, des outils, ou simplement vivre plus longtemps. Vivre plus longtemps qui a d'énormes conséquences individuelles bien sûr, mais au niveau de la société également. Et donc justement au niveau de la société, du collectif, il faut savoir que quelle que soit la technologie, quel que soit le pouvoir en fait, quand vous êtes que 2 ou 3 à l'avoir, pas bien important, je veux dire. Superman, même s'il existait, il ferait pas énormément de différence sur la Terre. Il est tout seul. Il peut pas faire grand chose. Mais quand vous commencez à avoir des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui peuvent avoir la même chose, là on rentre dans des conséquences sociales. Des conséquences sociales qu'on n'a largement pas prévues. Parce qu'on sait très bien que la technologie évolue beaucoup plus vite que le cadre réglementaire, que le cadre culturel également, et qu'on se retrouve quoi? Débordé avec une gestion de l'urgence, et on sait très bien comment ça se passe quand on doit gérer l'urgence. Donc encore une fois, importance de prévoir avant de devoir subir. Donc maintenant, une petite chronologie rapide du plus récent. Le premier penseur transhumain, pas vraiment transhumaniste, mais qui avait une idée transhumaniste, c'est Pic de la Mirandole lors de la Renaissance italienne, qui avait déjà un petit peu parlé de créer sa propre statue, donc on pouvait voir un début de volonté de modifier le corps et pas uniquement l'extérieur. Plus tard, Condorcet avait réfléchi sur comment la technologie pouvait permettre d'augmenter la durée de vie humaine. Benjamin Franklin était allé encore plus loin dans cette idée. Darwin a montré que, enfin il n'a pas montré, il a supposé que si nous descendons des bactéries et puis des singes, enfin on se comprend des primates, et qu'on a évolué, il n'y a pas de raison que ça s'arrête maintenant. Je veux dire, on n'a aucun signe qui dit que ça s'arrête, donc si ça s'arrête pas, ça continue. Qu'est-ce qu'il y a après l'homme? Bon, mais décidément, un mouvement de la seconde moitié du XXe siècle qui s'appelle le futurisme, qui était surtout artistique mais pas uniquement, glorifier un petit peu la technologie. Bon, personnellement je trouve qu'ils avaient une approche un peu naïve, mais ils avaient le mérite d'avoir cette approche là-dessus et de l'avoir apportée au niveau de l'art. Donc on sortait des réflexions purement philosophiques. Et enfin pour terminer, Pierre Teilhard de Chardin, un penseur jésuite, très influent dans certains milieux, a développé le concept de noosphère et une certaine téléologie de l'avenir de l'homme. Et là, on était dans le religieux, même si c'était également un homme de science. Plus tard, on est plus allé sur des scientifiques, dont John von Neumann, qui est un être très sympathique puisqu'il nous a légué un petit objet qui fait des champignons dans le ciel, donc la bombe atomique, a entre autres réfléchi au fait que justement, il avait pressenti que la technologie va très très vite, de manière exponentielle, alors que la capacité de l'homme et l'homme tout court évolue beaucoup moins vite. Donc au bout d'un moment, il y aura bien un moment où on aura ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire un moment où on n'arrivera plus à suivre le rythme, tout simplement. Je ne m'étends pas davantage sur le concept de singularité, je pourrais faire un cours entier là-dessus et on n'a pas le temps. Alors, il y a un point surprenant, c'est la contre-culture hippie des années 60. On dirait, quel rapport les hippies ont-ils avec la technologie, hein, à part fumer du LSD? Non, en fait, toute une branche de la culture hippie était très intéressée par la technologie et comment la technologie permet de changer l'humanité. Ils avaient entre autres des réflexions sur les substances hallucinogènes, donc sur le LSD entre autres, comme moyen de percevoir autrement, de percevoir différemment et mieux. Je connais assez peu le sujet. Rémi Sussan a écrit un livre sur la question, mais tout ça pour dire que de la contre-culture, qui est quand même plus que quelques penseurs dans un coin, c'est quand même une grande quantité de personnes, avait déjà cette idée. Et enfin, si je devais donner un nom de personne, c'est FM 2030. FM 2030 c'est son vrai nom en fait. Il a changé son nom à l'état civil parce qu'il considérait que le nom était une entité limitative. Bon, c'est
sa décision. C'était le premier qui, dès les années 60, a vraiment commencé à penser le transhumanisme comme on le voit aujourd'hui. Alors, maintenant, plus près de nous, donc je le disais, c'est toujours une pensée qui s'est faite au niveau des ingénieurs, et là on était sur du concret. Des gens comme Marvin Minsky, Werner Winch, Hans Moravec, Kevin Warwick, Ray Kurzweil, Aubrey de Grey, ont tous, dans divers domaines transhumanistes, apporté une pierre à l'édifice. Je ne vais pas détailler, ce serait très très long. Et carrément, mais on restait encore sur des techniciens qui avaient une idée, sur des ingénieurs qui avaient une idée. Après, ils sont arrivés des gens qui se proclamaient directement du transhumanisme. Bon, les premiers ont fini par rejoindre le transhumanisme, mais des personnes comme Natasha Vita-More, Max More, Anders Sandberg et Nick Bostrom, Nick Bostrom est un philosophe anglais contemporain, enfin britannique contemporain, ont carrément pensé le transhumanisme en tant que tel, pas juste comme spéculation technologique, mais justement comme pensée en tant que tel. Et actuellement, depuis 2002, mais décidément, nous voyons apparaître le terme NBIC que certaines personnes ont peut-être déjà entendu. C'est nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. C'est l'idée que ces 4 domaines de recherche sont de plus en plus interconnectés et vont avoir une importance forte sur l'évolution de la société derrière. La biomécatronique a fait son apparition il y a une demi-douzaine d'années. La biomécatronique, c'est tout simplement les cyborgs. Les bras robotiques, les yeux cybernétiques, les jambes cybernétiques. Vous faites un tour, honnêtement, vous faites un tour sur YouTube, vous tapez biomécatronique ou biomécatronique en anglais, et vous allez voir des tas de vidéos de ce qui se fait actuellement. Et croyez-moi, c'est pas la science-fiction, il y a des personnes qui tous les jours, enfin, tous les mois encore, se font opérer suite à un accident, suite à une perte, pour avoir un bras robotique, ceci aux États-Unis comme en Europe. J'avais parlé de Pistorius. La culture populaire n'est pas en reste. Des nouvelles comme Accelerando dans les romans, comme Transhuman Express dans les jeux de rôle, comme Deus Ex Human Revolution dans le domaine des jeux vidéo, chacun ont amené à propager un peu plus, à étendre le champ d'informations sur le transhumanisme. J'ai mis séries et films entre accolades parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas encore de série, il n'y a pas encore de film sur le transhumanisme, mais quand on voit l'évolution des médias, c'est qu'une question de temps. On sait bien que c'est généralement sur des penseurs, puis des livres, puis ensuite les médias de masse qui se mettent à propager une idée, et là on voit que c'est exactement ce qui se fait. Donc, série-film dans pas longtemps. Et enfin, en 2008, tadam, l'association française Technoprog a été créée à partir du mailing list qui existait auparavant. Alors, là, je vous ai parlé comme ça, vous êtes libre de me croire ou de pas me croire. Je vais m'appuyer ensuite sur un document publié par un groupe qui s'appelle le cabinet Gartner, qui est spécialisé dans l'analyse des tendances dans un but d'intelligence économique. Là, on parle pas pensée, on parle argent. Hein. On parle argent, on parle investissement, on parle je suis un capital risqueur, où c'est que je dois placer mon argent pour qu'il fructifie. Oh, c'est plus de la rigolade. Je vous le montre. Voilà. Regardez pas trop, parce que ça s'appelle le hype cycle, le cycle de la survente. Et rapidement, ce que vous voyez, cette colline, puis cette crevasse, puis cette seconde colline, c'est le cycle d'un produit. Au début, en bas à gauche, vous avez des excités qui s'amusent dans leur laboratoire. Puis les excités ils se font de plus en plus nombreux, ça finit par se savoir, on en parle sur Internet, on en parle carrément dans les grands magazines, et un jour tout le monde, on considère que c'est la 8e merveille du monde. Pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, actuellement c'est le cloud. Le cloud computing et le big data, c'est la 8e merveille du monde, ça va changer la vie, c'est fabuleux, il y aura un avant et un après. Puis après, et en 2001 c'était Internet. Internet c'était la 8e merveille du monde. Puis au bout de moment on se rend compte que on a peut-être un peu trop exagéré, c'est bien mais voilà. Beaucoup de gens se pètent la figure, beaucoup d'industries tombent, beaucoup de gens qui ont investi au mauvais moment se retrouvent ruinés, beaucoup de gens qui ont investi au bon moment par contre se retrouvent fortunés parce qu'ils vendent juste avant. Ça donne justement cette crevasse qui est le moment de la désillusion. Puis après on se rend compte, faut peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a quand même des trucs intéressants dedans.
peut-être, et donc la technologie mûrit. Et donc ainsi, Internet en 2004, on peut dire que ça en était là. Donc pourquoi je vous montre ça? Parce qu'actuellement nous sommes sur voilà, nous sommes, j'arrive pas à m'y faire. Actuellement nous sommes sur ce slide, nous sommes sur 2008, et regardez ici, là nous sommes en 2009. Et on voit apparaître en bas à gauche l'augmentation humaine dans les perspectives financières intéressantes à 10 ans. Je ne l'ai pas marqué, mais en fait c'est sur 10 ans qu'ils mettent ça. Ou plus de 10 ans. Donc ça veut dire qu'il faut commencer à s'y intéresser, je veux dire, de manière sérieuse et économique. C'est pas une question d'être pro-technologie ou pas, c'est une question que ça va se faire. D'accord? Année suivante, nous sommes en 2010, ça continue à augmenter. Vous voyez apparaître également les Computer Brain Interface. Ce que je vous disais, c'est simplement des ordinateurs dans le cerveau, des ordinateurs autour du cerveau qui permettent de communiquer directement par la pensée. Année suivante, et là nous sommes en 2011, vous voyez que ça continue à augmenter. La technologie d'augmentation humaine sont considérées comme encore plus proches d'arriver. Bon, on a le temps, hein, avant que ce soit la 8e merveille du monde, on a le temps, mais ça progresse. Et vous voyez même d'autres technologies qui apparaissent, c'est l'impression 3D du vivant, c'est ce dont je vous parlais avec l'histoire des vaisseaux sanguins, sachant qu'il est très très sérieusement envisagé de faire pareil avec des organes. Vous savez tous qu'il y a une pénurie systémique d'organes et que tous les jours des gens meurent parce qu'on n'arrive pas à trouver de donneurs d'organes pour eux. Imaginez si au lieu d'attendre que quelqu'un meure pour lui piquer son foie et le donner à quelqu'un d'autre, on pouvait créer un foie de toute pièce. Je crois que beaucoup de gens seraient pour. Et après, les questions de oui, c'est pas humain, c'est la technologie, ça va détruire. Non. Quand il s'agit de la vie de votre enfant en jeu, ces histoires, on les oublie, quoi. Voilà. Bon, je vous laisse souffler un petit peu parce que c'est très dense. Pourtant, je vous assure, hein, j'ai vraiment essayé de réduire et j'ai eu du mal. Donc là, je vais aborder la pensée transhumaniste elle-même. Les différents courants. Encore une fois, je vais aller relativement vite. Ça va, vous arrivez plus ou moins à suivre ou vous êtes tous largués? Vous pouvez parler, hein? Ça va? C'est bon? Très bien. Alors, je continue donc. Alors, voilà. Donc, les points principaux. D'abord, dans le transhumanisme, il y a plusieurs courants de pensée, plusieurs perceptions, plusieurs conceptions de la chose. Et moi, sans penser à la pertinence du transhumanisme, je dis, un courant de pensée, quel qu'il soit, quand il commence à avoir un mouvement de pensée, pardon, quand il commence à avoir des courants internes, moi, je considère que c'est un mouvement qui est valide. Quand on parle de politique, de protection de l'environnement, de technologie, de littérature, quand vous allez commencer à avoir des courants internes, donc des débats contradictoires, ça veut dire qu'il y a de la vitalité à l'intérieur, indépendamment de ce que l'on pense du produit lui-même. Donc, pour moi, c'est ce qu'on appelle un signal faible. Quand je vois de la vitalité, ça veut dire que c'est solide. Et donc, considérable. Et donc, qu'il faut y prêter attention, qu'on ne peut pas l'ignorer. Ensuite, je parle du biais prospectif de l'homme. En prospective, la prospective est la science, je dirais certains, l'art d'essayer de prévoir le futur, entre autres pour des raisons économiques, pour savoir où c'est qu'il faut investir. Je m'énerve. On sait que l'homme a tendance à exagérer le court terme, à faire des plans sur la comète sur des trucs qui vont arriver dans les 2 ou 3 ans à venir. Par contre, de totalement oblitérer les conséquences à long terme. Donc, on imagine sans problème que l'iPad 4 il sera plus mieux que le 3, qu'il fera même le café. Et en fait, finalement, il ne fera pas le café. Hein, on aura exagéré. Par contre, l'iPad 14, on n'a aucune idée d'à quel point il va changer le monde. Bon, je parle d'iPad, mais en fait, vous avez le droit de ne pas aimer les iPads. Bon, mais je ne suis pas forcément un fan. C'est pour donner un exemple. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau transhumanisme? C'est que, comme c'est quand même du long terme, on parle de 10 ans là quand même, les gens n'arrivent pas à croire que ça peut arriver. Il y a 2 jours, j'étais à une conférence avec Google, avec Google France. Hein. Je suis pas allé aux États-Unis pour ça. Je parlais du transhumanisme. Mais voilà. Je parlais du transhumanisme. Je parlais des intelligences artificielles, des choses sur lesquelles Google parle même. Et la réponse que j'ai eu en face, c'est ouais bon, avec un petit sourire moqueur, on n'est pas prêt d'y arriver. Je parle de quelqu'un de Google, je parle pas quand même de Madame Michu. Hein. Donc, on a du mal à se projeter aussi loin.
Demain c'est loin, comme disait Hayam d'ailleurs. Et comme je disais encore donc tout à l'heure, les deux points importants, c'est le vivre ensemble, le politique, et le vivre mieux, donc qui est plus sur l'individuel, puisque c'est à la fois une révolution de la personne, une révolution de la société. Les deux sont importants. Allez, donc rapidement sur les, j'ai voulu mettre là tout ce qui n'est pas du transhumanisme. Vous voyez, donc j'ai pas abordé les différents points du transhumanisme, parce que je vais le faire ajouter après parce qu'il y en a vraiment trop. Et je vais d'ailleurs vous envoyer, si vous m'envoyez votre mail, je vous renverrai un document que j'ai créé, qu'à un moment j'ai envisagé de diffuser, mais quand j'ai vu à quel point il y avait des flèches dans tous les sens, je dis non. Non, j'ai pas envie d'avoir à financer les aspects INIPSA juste après. Donc je vous l'enverrai par mail si vous me donnez votre mail plutôt. Et bien sûr, je serai disponible pour des discussions. Donc là, uniquement sur les pensées aux alentours, parce que rien ne vit en vase clos, hein, il y a toujours des points d'influence entre les uns et les autres. Il y a donc les courants de pensée proches, donc je parlais de l'humanisme, donc j'y reviens pas, vous savez. NBIC, donc ça, donc je vous ai dit, c'est un rapport de 2002 de la National Science Foundation qui mettait, qui finalement formalisait ce que l'on avait déjà vu depuis une dizaine d'années. C'est l'importance des nanotechnologies. Entre parenthèses, les nanotechnologies actuelles n'ont absolument rien à voir avec la vraie nanotechnologie, qui est pas prête d'arriver et qui elle sera aussi très très destructive. La biotechnologie, qui se limite encore pas une fois à des crèmes autobronzantes, mais qui va beaucoup plus loin, puisqu'on parle carrément de modifier le génome. Vous savez que par exemple, il a fallu légiférer en France pour interdire que des sourds demandent à ce que leur enfant soit sourd, pour être comme eux. Parce que mais il y a des demandes sur ça, il y a des demandes pour ça, il y en a pour d'autres. Il y a aussi des demandes pour des chiens phosphorissants. Il y a aussi des demandes beaucoup plus malsaines. Imaginez une poupée gonflable vivante. C'est faisable. C'est faisable, honnêtement. Ensuite, est-ce qu'on va le faire? Oui, ça se fera. Est-ce que ce sera une bonne idée? Une autre question. Mais encore une fois, si personne ne se pose la question, ça se fera dans un coin, on sera devant le fait accompli. C'est pas ma conception de la société. La conception de la société, c'est de réfléchir avant que ça arrive et de voir ce que l'on peut faire. Donc sur le politique, oui, parce qu'effectivement le transhumanisme, comme je vous disais, touche à tout, y compris aux conceptions de la vie. C'est un projet de société. Hein. Les trois mouvements que j'ai vus, mais je suis sûr qu'il y en a des tas d'autres, et puis ça fera fleur, l'anarcho-capitalisme et le libertarianisme, qui sont des pensées plutôt de droite, voire carrément de droite, hein, qui sont historiquement les premières, qui sont des pensées. Le libertarianisme considère qu'un État ne doit se limiter qu'à ses devoirs régaliens. Battre la monnaie, entretenir une armée, je crois qu'il y en a un troisième, mais je ne me souviens plus lequel c'est. Voilà. Et que tout le reste, il n'a pas à s'en occuper. La santé, c'est d'autres, l'éducation aussi, d'autres, bref, voilà. Une pensée. Et l'anarcho-capitalisme, c'est encore plus loin, c'est mais pourquoi un État? On fait tout ensemble, on fait des appels d'offres entre à la santé, enfin, c'est la vie, la société à la carte. Et chacun selon ses moyens et tout. C'est pas ma conception des choses. Je la comprends, je comprends la cohérence interne. Ensuite, moi personnellement, c'est pas mon point de vue. Vous l'aurez compris, mon point de vue, c'est plutôt ce qu'on appelle le transhumanisme démocratique, aussi appelé technoprogressisme. Ça devrait vous rappeler quelque chose, hein, AFT technoprog, qui est tout simplement, j'aime bien reprendre les slogans des publicitaires parce qu'ils sont pas mal. Je crois que c'était EDF qui avait sorti que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Et je suis tout à fait d'accord. Un progrès doit être partagé, ne doit pas être dans les mains des plus riches, des plus intelligents, des plus forts, enfin des plus argentés, parce que c'est généralement ça, mais ça doit impacter tout le monde. Et on se rend compte que généralement quand ça impacte tout le monde, ça fait davantage progresser la société que quand ça impacte que les plus riches. Parce qu'il y a de l'émulation, il y a du progrès de partout. Et encore une fois, je dis, le transhumanisme, les technologies qui vont nous tomber dessus, ou que l'on va accepter, ou que l'on va vouloir, doivent être bénéficier à toute la société et pas juste à une minorité. Mais bon, vous avez le droit de penser différemment, hein, je vous mangerai pas. D'autres points, je vais aller vite parce que ça commence à faire long. Les technologies, l'open source et l'open hardware, les open specification, tout ça c'est la libre parole, l'idée que on ne doit pas laisser l'innovation dans les mains de certaines personnes qui peuvent faire ce qu'elles veulent sans qu'on sache.
on est d'accord ou pas avec l'open source? La question n'est pas là. La question est que l'open source se fait surtout dans le logiciel, parce que le logiciel, ben, ça coûte pas cher quelque part à produire. Bon, il faut que des gens travaillent dessus, mais généralement ils font ça sur leur temps libre, et puis en entretien ça coûte rien. Je veux dire, vous avez un disque dur, vous mettez tout ce que vous voulez dessus. À partir du moment où les technologies d'origine transhumaniste vont permettre de faire baisser considérablement les coûts de production de produits manufacturés, je pense notamment aux imprimantes 3D qui permettent, j'exagère, mais vous prenez une imprimante 3D, vous mettez du sable, vous appuyez sur un bouton, vous avez un verre d'eau. C'est ça, hein, parce que le sable c'est du silice. Bon, j'exagère, mais c'est un peu l'idée. Imaginez ça pour une voiture. Ça sera un peu plus compliqué, hein, faudra sûrement un détail. Mais n'importe quel produit peut être fabriqué par qui? Mais par vous et moi. Par vous et moi. Pas par une grande entreprise. On arrive sur ce qu'on appelle le circuit local. On en parle beaucoup actuellement avec la question de la crise et que les produits viennent de Chine et que la Chine s'enrichit et que la France s'appauvrit. Et en réaction, on a ce qu'on appelle l'ultra local. On essaie de consommer français. C'est un des thèmes de la présidentielle. Ça, c'est du local. Mais les technologies du futur permettront de faire ça pour à peu près tout. Maintenant, si de toute manière on empêche le concept même de produits libres, c'est-à-dire qu'on dit il est interdit de fabriquer un verre, vous n'avez pas le droit. C'est pour ceux qui ont connu les brevets logiciels, c'est un peu l'idée. Hein. On se retrouve à ne plus pouvoir faire ça, d'où l'importance d'avoir ce qu'on appelle les technologies libres, ouvertes, qui par nature, par définition légale, sont à tout le monde. C'est le domaine public, hein, pour ceux qui connaissent. C'est un peu l'idée du domaine public, mais pour les produits maintenant, alors que le domaine public, il faut attendre 20 ans, 30 ans, voire 70 ans pour certaines choses. Ensuite, la question de la différence, elle est très très importante. On sait tous, dans le 8, c'était la journée de la femme. Je crois que tout le monde sera d'accord ici pour dire que les femmes ne sont pas égales aux hommes dans la réalité, même si en droit elles le sont. On sait tous que les noirs ne sont pas égaux aux blancs, encore une fois, dans la réalité. Et dans un avenir qui arrivera qu'on ne veuille pas, où on pourra modifier, et on modifiera les embryons humains, parce que on veut que la personne soit plus douée en maths, on veut qu'elle vive plus longtemps, on veut que ceci, on veut que cela, ce qui forcément affectera le génome et donc, quelque part, l'humanité. Si tu ne veux plus te reproduire avec moi, tu n'es pas un humain, tu es différent. Donc, est-ce que tu mérites les droits de l'homme? Tu es différent, on t'accepte? Quand on voit ce qu'on fait avec une question de couleur de peau ou de chromosome XY, et c'est imaginez quand on sera capable de créer une véritable spéciation humaine. Il va arriver encore une fois. L'humanité unique, c'est fini, hein. C'est 100 ans. Après, il y aura plusieurs humanités. D'ailleurs, qu'est-ce qui fera de nous un être humain? C'est la grande question. Ce sera quoi être humain? C'est être né d'un homme et d'une femme? Ouais, on fait quoi pour la biologie de synthèse? C'est pouvoir se reproduire avec quelqu'un d'autre? Ou même, est-ce que quelqu'un qui pleure, qui souffre, qui aime, qui aide les autres, mais qui a l'inconvénient d'être fait de silicium et pas de carbone, est un être humain? C'est quoi l'humanité? Cette question, j'ai pas de réponse. J'en aurai pas avant quelque temps. Il y a un vrai questionnement là-dessus sur la différence. Les deux derniers points, la mémétique. Alors mémétique, je vais pas m'attarder, c'est, je dirais, c'est rationaliser le fonctionnement des idées. On est dans une société de l'information où énormément d'idées se créent dans tous les sens, et c'est un peu à la va comme je te pousse. Il n'y a pas vraiment de méthode outillée, hein, pour parler en jargon. Je discutais avant-hier avec une personne du ministère du développement durable qui me disait que les idées, c'est vraiment un art. C'est des gens qui ont des idées, c'est des gens qui voient, ouais, ceci, ça va être cela. On n'a pas de méthode outil, on n'a pas de formalisme derrière. Et vu le foisonnement des idées, il me semble important de pouvoir comprendre, formaliser ça. La mémétique est une discipline qui essaie de faire ça. En fait, elle essaie d'appliquer les règles de l'évolution naturelle darwinienne au monde des idées, partant du principe que des idées évoluent, s'adaptent, se modifient, luttent pour la survie, et exactement comme les espèces, en fait. Dernier point, et qui me semble, pour moi, c'est le plus important.
Je parle du Bright Green et du techno-gaïanisme. Il faut savoir que souvent, les technophiles, les transhumanistes et toutes les personnes intéressées aux nouvelles technologies sont mises en opposition avec la protection de l'environnement. Comme s'il n'était pas possible d'aimer la nature et d'aimer les ordinateurs en même temps. Ouais, moi, je sais pas, j'aime bien me promener, j'ai un ordinateur, et surtout, je vois pas du tout pourquoi on devrait opposer les deux. Ça fait un peu lutte des classes. Justement, les mouvements Bright Green et techno-gaïanistes considèrent que justement, avec des moyens technologiques suffisants, supplémentaires, on a encore plus de moyens de réduire notre empreinte écologique. Bien, d'une part, de corriger ce que l'on a fait, mais carrément de faire en sorte qu'à l'avenir, on impacte encore moins sur la technologie. Et c'est pour ça que moi j'appelle vraiment, ça c'est mon cheval de bataille, à ne pas diviser les écolos et les technos. Au contraire de les réunir, parce qu'on peut les réunir. Tout à fait. Ça demande un travail d'éducation, mais c'est totalement faisable derrière. Là, j'ai dit, voir caractéristique, c'est celle que je vous montrerai tout à l'heure. Après, je vais vous la montrer maintenant juste pour vous faire peur. Et après, si vous m'envoyez vos mails, je pourrai vous la transférer, que vous voyez un petit peu. Et bien sûr, je pourrai vous expliquer un petit peu. Alors, attention les yeux. Ah, d'accord. D'accord, merci, tu me le dis. Voilà. À gauche, transhumanisme, à droite, toutes les idées adjacentes, toutes les flèches que vous devinez, c'est les points entre les deux. Je ne vais pas plus loin, vous verrez plus tard. Je vais terminer avec l'Association française transhumaniste, donc nous, ce que l'on fait et ce que l'on veut faire. Alors, nous sommes actuellement, donc je disais, l'association s'appelle l'Association française transhumaniste Technoprog parce que actuellement, nous sommes technoprogressistes, et donc, pour résumer, centre-gauche, en pro. Hein. La question se pose de savoir si on veut être une association de tout, le transhumanisme, même de droite, d'extrême gauche, tout, ou si on reste là-dessus. On ne sait pas encore, la question va être posée en conseil d'administration derrière. Donc, c'est encore à voir. Mais bon, pour savoir qu'il y a un objectif derrière de fédération des bonnes volontés. Il y a un point, le seul point sur lequel on a finalement une position officielle, c'est la cryonie. La cryonie, c'est en gros mettre quelqu'un dans un frigo, mettre un cadavre dans un frigo et attendre que la médecine soit capable de le ranimer. Comme ça, au lieu d'être dans un cercueil où vous pourrissez, vous êtes dans un frigo et dans 120 ans, vous revivrez. Chouette. Bon, là, on est réservé. Je ne vais pas plus loin. Et on invite toutes les personnes à venir, même si elles ne sont pas à adhérer 100% avec nos idées. Moi, par exemple, j'en ai marre. Excusez-moi. Moi, par exemple, je disais, je suis techno-gaïen, c'est pas le cas de tout le monde. Je suis antispéciste. J'en parle pas. C'est encore autre chose. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Et enfin, ce que je disais en début, l'objectif, c'est d'avoir une finalité opérative, de faire quelque chose, pas de se réunir pour s'auto-congratuler, se taper sur l'épaule, mais vraiment pour faire quelque chose, pour agir. Agir dans la police, agir dans la société. Voilà. Donc, bon. Voilà, ouvert à tous, télétravail majoritaire, oui, parce qu'on est beaucoup à être dans des pays différents. Gabriel, tu sais que nous avons des personnes à plusieurs endroits, puis que tu as eu l'occasion de discuter avec nous. Donc l'adhésion à 30 €, et puis on a un site qui s'appelle transhumaniste.com. Je vais sauter le résumé parce qu'on a une contrainte de temps. Au pire, je pourrais vous envoyer la présentation si vous le souhaitez. Et la bibliographie aussi. Et je vous remercie. Et si vous avez des questions, c'est encore possible, Martin, je ne sais pas. C'est possible? Voilà. Merci. Bonjour. Je voulais savoir quelles étaient... alors, une petite question un petit peu en guise de provocation. Il fallait bien s'y attendre. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à vous faire enlever mains et bras et jambes pour aller dans l'espace? Alors, éventuellement même le thorax puisque vous y êtes. Alors ça c'est une première chose. Et deuxièmement, quelles sont les conséquences, et là une question plus sérieuse, quelles sont les conséquences sociales du transhumanisme dans une société où des millions de personnes seraient converties entre guillemets à cette théorie, quand on sait que les trois quarts, je dirais pas les trois quarts, peut-être la moitié de l'humanité manque encore d'eau potable. Attendez, bon, désolé. Alors, je suis pas d'accord avec vous, parce que votre première question aussi est très sérieuse. Les deux sont très sérieuses. Je ne sais pas si vous vouliez savoir si moi, en tant que personne, je souhaitais aussi... Oui, moi. Pour le moment, non, à terme, oui. Pourquoi? Est-ce que vous connaissez le vaisseau de Thésée?
c'est une réflexion philosophique très ancienne. Le vaisseau de Thésée, la légende, c'est que Thésée est rentré donc de Crète après avoir tué le Minotaure, et les Athéniens ont gardé son vaisseau, son bateau. Mais bon, son bateau il s'est abîmé, donc il fallait remplacer les planches de temps en temps. Puis au bout du moment, à force de remplacer toutes les planches, tout le bateau de Thésée, tout le vaisseau de Thésée avait été remplacé. Est-ce que c'est toujours le vaisseau de Thésée, plus c'est Thésée, ou est-ce que comme il n'y a plus un seul élément d'origine, c'est quelque chose de différent? C'est quoi la question derrière? C'est la question de l'identité. Est-ce que... Là, vous comparez un objet, c'est grave, non? Non, je prenais je prenais le vaisseau de Thésée parce que c'est la première explication philosophique qui a été faite historiquement sur la question de l'identité. Et la question de l'identité se pose pour un objet, mais elle se pose également pour un être humain. Est-ce que si on m'enlevait un bras, par exemple, le bras qui aurait derrière serait moi ou pas? On s'est rendu compte que, c'est déjà arrivé, hein, des gens qui perdent un bras, qu'on le remplace par une prothèse. Au début, non. Au début, c'est pas moi, c'est un truc bizarre. Et il y a aussi d'ailleurs certains qui n'y avaient jamais parce qu'il y a la question des membres fantômes, mais je ne vais pas aller plus loin. Mais au bout d'un certain temps, donc dans le temps, ça, comme c'est une sorte de ce que j'appelle une propagation de l'identité, ça finit par être accepté. Pas par tous. Pas par tous. Et ensuite, est-ce que je voudrais moi être désincarné, puisque c'est ça finalement, hein, transformé? Moi, oui, personnellement, oui. Ça ne me gênerait pas à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que je suis bien dans ma tête et dans mon corps en quelque sorte, et que je n'ai pas l'impression qu'on me viole. À partir du moment où il y a un refus où on ne le sent pas, faut arrêter, quoi. Faut pas le faire. Il est très important qu'on conserve le libre choix de chacun. Ensuite, pour la seconde question qui est de la priorité finalement, je dirais, on a d'autres chats à fouetter, c'est toujours ça. Faut savoir que et là encore, c'est pas un jugement, malheureusement c'est un fait. Même quand il y a des gens qui crèvent la faim, il y a toujours quelqu'un derrière pour faire quelque chose qui va rien changer à la face du monde pour ce qui est de la faim. Mais ça se fait quand même. Parce que l'humanité ne fait pas, j'ai un problème, je le règle, puis on passe au suivant. C'est, j'ai un problème, on commence à le régler, on en fait également un autre derrière. C'est pas du tout rien, c'est toujours plusieurs choses qui se font en même temps. Et encore une fois, le transhumanisme peut, encore une fois, s'il est bien régulé, s'il n'est pas confisqué, améliorer la question de la fin dans le monde, qu'on soit d'accord ou pas avec les OGM, c'est pas de ça que je parle. Hein. Améliorer la médecine dans le monde, améliorer l'empreinte écologique dans le monde par des tas de moyens différents. Mais encore une fois, je dis toujours que le feu sert à cuire les aliments ou à brûler les hommes. Et au final, c'est nous qui décidons si on va cuire les aliments ou brûler les hommes. D'où l'importance de prendre en compte et de réfléchir à ce qu'on va faire avec. J'ai répondu à votre question? Ah. Vous n'avez pas dit les conséquences sociales dans la société. Vous n'avez pas dit les conséquences sociales dans la société actuelle. Et en plus, quand j'ai parlé des personnes qui n'avaient pas de l'eau potable, c'est que vous risquez simplement d'augmenter finalement la faille entre le progrès des sociétés très évoluées et puis les sociétés qui sont complètement à la traîne. Et vous savez ce que ça veut dire, ça, du point de vue historique? Ça veut dire que vous avez une guerre mondiale. Voilà, c'est tout. Vous ne faites que augmenter une ou plusieurs guerres mondiales. C'est ça que vous voyez, c'est vraiment sérieux ce que je vous dis là. Mais je vous crois d'autant plus que je suis d'accord avec vous. Moi je parle de ce qu'on appelle le syndrome d'Alexandrie. C'est quand des gens qui se croient très intelligents ont oublié de penser au reste du monde. Ça donne quoi? Ça donne une destruction du savoir et pas mieux pour les autres. Et pour les conséquences sociales, je ne les connais pas. Personne ne les connaît. C'est pour ça qu'il est urgent de se saisir de l'affaire pour réfléchir plutôt que d'attendre que ça arrive. Parce que, encore une fois, ça va arriver. Il y a trop d'argent, il y a trop de demandes derrière, ça se fera. Est-ce qu'on subit ou est-ce qu'on y réfléchit pour prendre les devants? C'est important.